Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier les membres de l'Académie de me donner l'occasion de parler donc des origines précoces et du déterminisme périnatal de l'obésité et du syndrome métabolique. Il existe donc de plus en plus de données cliniques et fondamentales qui soutiennent cette origine fœtale des pathologies de l'adulte, en particulier le syndrome métabolique et l'obésité. Dans ces conditions, un événement environnemental précoce survient, qu'il soit nutritionnel, métabolique ou endocrinien, on le verra, et entraîne une désorganisation ou une réorganisation de la programmation, notamment donc du contrôle de la balance énergétique. Ces événements surviennent durant les périodes critiques, précoces, intra-utérines et postnatales, ces périodes étant caractérisées par une grande plasticité, mais également une grande fragilité aux effets de l'environnement. Les manifestations surviennent nettement plus tard, elles sont multisystémiques, elles peuvent être d'ordre endocrinien, concerner le système de la reproduction ou encore le contrôle de la balance énergétique ou le système nerveux central. Il existe une latence variable entre cette exposition précoce et les phénomènes qu'on observe plus tard dans la vie, ce qui explique d'ailleurs la grande difficulté de ce domaine de recherche. C'est Barker qui a illustré cette notion dans les années 80 en associant le retard de croissance intra-utérin au risque de mort par maladie cardiovasculaire en développant un syndrome métabolique. Et ce sont ces données qui sont illustrées ici, où vous voyez que le poids de naissance ainsi que le poids pendant la première année de vie est corrélé au risque de décès par maladie cardiovasculaire, les risques les plus élevés étant observés pour les poids de naissance et les poids au début de la vie les plus faibles. Ces observations cliniques s'étendent au-delà des maladies cardiovasculaires. On le voit ici, avec un risque plus élevé de développer une puberté précoce, une hyperandrogénie ovarienne ou un hyperinsulinisme chez les petites filles qui avaient un petit poids de naissance. Et vous voyez que plus le poids de naissance est faible, plus le risque de développer un phénotype sévère d'hyperandrogénie ovarienne et d'hyperinsulinisme est élevé. Ces données ont été précisées par les cohortes de grande taille de Ken Hong, qui a montré en fait que c'était l'accroissement pondéral du nourrisson pendant les 9 premiers mois de la vie, plus que le poids de naissance lui-même, qui était prédictif d'une adiposité accrue, et si on ne parle plus de l'adulte, mais déjà à l'âge de 10 ans. Et c'est ce que vous voyez, plus le gain de poids était important, plus le BMI à l'âge de 10 ans était élevé, plus le pourcentage de masse grasse était élevé. Et on voit aussi que chez les petites filles qui avaient eu ce gain de masse plus important pendant les premiers mois de la vie, le risque de développer une puberté avancée était nettement plus élevé également. Alors on peut se demander quels sont les paramètres qui sont perturbés au début de la vie et qui vont influencer ce développement de syndrome métabolique. Et on sait que la leptine, dont on a déjà parlé plus tôt, est une hormone sécrétée par les adipocytes, une hormone anorexigène, et elle intervient dans les premières semaines de la vie pour permettre le développement de connexions neuronales au niveau de l'hypothalamus, qui est donc le centre de contrôle de la balance énergétique et de l'appétit. Et vous voyez que dans les conditions normales, en présence de leptine au début de la vie, on a la formation de connexions neuronales à partir de neurones impliqués dans le contrôle de l'appétit et de la balance énergétique, tels que les neurones LPY ou POMC, vers d'autres régions d'hypothalamus. En absence de leptine, on voit que ces connexions neuronales ne se développent pas et on observe une obésité sévère. Et les données chez l'animal nous suggèrent qu'un effet perturbé de la leptine pourrait expliquer le risque accru de développer un syndrome métabolique et une obésité plus tard dans la vie suite à une restriction alimentaire in utero. C'est ce que vous voyez ici. Après restriction alimentaire in utero, les rats développent un excès pondéral à l'âge adulte, similairement à ce qui a été décrit par Barker chez l'humain. Et on voit qu'une injection de leptine qui a été réalisée du 3e ou 13e jour de vie postnatale entraîne une correction totale du phénotype et une absence de gain de poids exagéré chez les animaux qui avaient été soumis à cette restriction alimentaire in utero. Alors on a donc vu qu'une restriction alimentaire prénatale entraîne un risque d'obésité et syndrome métabolique. Ce qu'on sait maintenant, essentiellement grâce aux études chez l'animal, est qu'un régime hyperlipidique prénatal ou pendant la grossesse et la lactation entraîne également un risque accru d'obésité et de perturbation des paramètres métaboliques.
Et de façon intéressante, ce qu'on retrouve à nouveau, c'est une résistance à la leptine, et cette fois une résistance centrale au niveau de l'hypothalamus, puisque lorsqu'on injecte de la leptine à ces animaux, on voit une absence de phosphorylation de son messager intracellulaire au niveau de l'hypothalamus. Donc un régime hyperlipidique prénatal entraîne une résistance aux effets centraux de la leptine au niveau du centre du contrôle de l'appétit. On va un peu plus loin encore, toujours avec ce régime maternel hyperlipidique, et ce qu'on a montré chez l'animal, c'est qu'un régime hyperlipidique maternel entraîne une augmentation de la neurogenèse des neurones qui expriment l'encéphaline ou la dynorphine, qui sont donc des hormones orexigènes. Et dès 8 jours de vie chez le rat, on voit donc une augmentation de ce nombre de neurones nouvellement formés au niveau de l'hypothalamus, entraînant une prédisposition à certains comportements alimentaires et notamment une augmentation de la consommation calorique, une préférence pour l'alimentation grasse. Alors ces effets de l'alimentation prénatale vont au-delà du centre du contrôle de l'appétit et l'hypothalamus. Vous le voyez ici en fait avec toujours ce même régime hyperlipidique prénatal qui entraîne en fait une diminution de la longueur des dendrites et de l'arborisation des dendrites des cellules granulaires au niveau de l'hippocampe, qui sont donc ces cellules qui sont impliquées dans le contrôle de la mémoire au niveau hippocampique. Donc au-delà du contrôle de l'appétit, on a dans le fond un effet du régime maternel sur d'autres fonctions centrales telles que les fonctions de la mémoire. Pour résumer ces premières parties, les études chez l'humain et le rongeur suggèrent qu'une alimentation prénatale hypocalorique ou hyperlipidique est associée à un risque accru d'obésité et de syndrome métabolique. Le retard de croissance intra-utérin peut également être associé chez la petite fille à un risque accru d'adrénarche et de puberté avancée, ainsi que de syndrome des ovaires micropolykystiques. Le risque accru d'obésité pourrait être associé à une résistance périphérique, mais aussi centrale à la leptine. Et l'état nutritionnel prénatal affecte la neurogenèse hypothalamique, mais aussi de façon plus surprenante au niveau d'autres régions du cerveau, telles que l'hippocampe. Alors les perturbateurs endocriniens et l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens répondent dans le fond à cette notion d'origine fœtale des pathologies de l'adulte. Ça a été mis en évidence de façon malheureuse dans les années 70, puisque dans les années qui précédaient, de nombreuses femmes avaient reçu du diéthylstilbestrol pendant la grossesse, et comme vous le savez, cela entraînait une incidence nettement augmentée de cancers vaginaux chez les femmes qui avaient été exposées in utero au diéthylstilbestrol. Donc on retrouve de nouveau cette notion de temps écoulé entre l'exposition précoce et les symptômes observés nettement plus tard dans la vie. Alors un perturbateur endocrinien, selon l'Organisation mondiale de la santé, est une substance exogène ou un mélange de substances exogènes capable d'altérer les fonctions du système endocrinien et d'avoir des effets adverses sur la santé d'un organisme, de sa descendance ou d'une population. On sait que le fœtus et le nouveau-né y sont particulièrement exposés à des taux plus élevés que l'adulte et ils sont particulièrement sensibles en raison du rôle des hormones, évidemment, dans le développement de l'organisme. Ils peuvent agir sur la synthèse des hormones, leur transport, leur action ou leur métabolisation, mais également sur la méthylation de l'ADN. On les classe grossièrement en agonistes des œstrogènes, antagonistes des androgènes, antagonistes des hormones thyroïdiennes ou agonistes des récepteurs PPAR gamma. Ils causent donc des désordres du développement, de l'homéostasie et de la reproduction. On trouve donc cette notion d'altération de la programmation précoce avec des effets observés plus tard dans la vie. Alors, deux agents œstrogéniques ont été considérés ou sont considérés comme probablement impliqués dans les perturbations métaboliques. C'est le diéthylstilbestrol dont on vient de parler et le bisphénol A, cet agent plastique, ce composé plastique à action œstrogénique faible que vous connaissez et auquel la population est exposée à très large échelle puisqu'il est présent dans plus de 90% des urines de la population européenne et américaine. Et les études chez l'animal ont montré que le bisphénol A et le DES pouvaient altérer les contrôles hypothalamiques de la balance énergétique, mais également le contrôle, l'effet de la leptine à partir du tissu adipeux ou encore de l'insuline à partir du pancréas. Alors, quelles sont les études qui existent chez l'humain? On voit ici que les taux élevés de bisphénol A au niveau urinaire sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires chez l'adulte. Il faut souligner la difficulté de ces études en raison d'une grande variabilité intra- et interpersonnelle
pour les taux urinaires de bisphénol A, puisque ces taux dépendent très fortement de ce qui a été consommé le jour d'avant, le bisphénol A ayant une très courte demi-vie. Alors, ces taux urinaires de bisphénol A sont aussi associés à un tour de taille plus élevé, qui est bien sûr un marqueur de syndrome métabolique. Vous voyez ici que les taux urinaires les plus élevés sont donc associés à des tours de taille plus élevés. Et ce qu'on voit également, c'est que les taux de bisphénol A sanguins, cette fois, sont plus élevés chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires micropolykystiques. Et de façon intéressante, c'est observé que les femmes soient minces ou en excès pondéral. Et ces données concernent donc essentiellement l'adulte, donc on est loin de cette notion d'exposition précoce et d'effets plus tardifs. Il existe maintenant quelques études chez l'enfant, notamment celle-ci, en 2012, qui a montré une corrélation entre les taux urinaires de bisphénol A de nouveau et la fréquence de l'obésité chez les enfants et les adolescents. Vous voyez donc que les taux les plus élevés de bisphénol A entraînent une fréquence de l'obésité qui est de 22%, contrairement à 10% chez les enfants qui avaient des taux bas de bisphénol A. Alors, ces observations peuvent être reproduites chez la souris. Vous voyez ici une souris qui est exposée au DES, c'est le même cas pour le bisphénol A, et on voit qu'une exposition pendant 5 jours à des doses faibles de ces agents œstrogéniques entraîne une prise de poids augmentée à l'âge adulte. Ceci s'accompagne d'une augmentation des taux sériques de leptine qui survient avant même que l'animal ne développe un excès pondéral. Et nos données au laboratoire suggèrent qu'il existe, après une telle exposition de 5 jours au bisphénol A, une résistance centrale également aux effets de la leptine au niveau de l'hypothalamus. Ce qu'on constate de façon intéressante, c'est que la combinaison d'une restriction alimentaire et d'une exposition au bisphénol A en période postnatale précoce dans notre modèle entraîne une totale disparition de l'effet stimulant de la leptine au niveau hypothalamique. Donc, les données suggérant un lien entre une exposition aux perturbateurs endocriniens et le risque accru de syndrome métabolique et d'obésité sont surtout basées sur des corrélations chez l'adulte. Il existe très peu d'analyses faites précocement dans la vie. Les évidences épidémiologiques d'une origine fœtale du syndrome métabolique suggèrent que les perturbateurs endocriniens pourraient altérer les phénomènes précoces de programmation métabolique. Le bisphénol A, notamment, pourrait entraîner un risque accru d'obésité, mais les données chez l'humain sont limitées en raison de son ubiquité. J'ai dit qu'il était présent chez 90% des humains dans nos régions, de sa courte demi-vie, qui est de moins de 24 heures, et de sa courte dose-réponse, qui est non linéaire. On a donc des effets chez l'animal, en tout cas, qui sont plus importants pour des doses plus faibles que pour certaines doses plus élevées. Les effets du bisphénol A pourraient impliquer une diminution de la sensibilité hypothalamique à la leptine. On voit donc que l'homéostasie de la reproduction et de la balance énergétique s'installe très tôt dans la vie, et une exposition précoce à des perturbateurs endocriniens ou à des altérations du régime prénatal entraîne des effets précoces tels que des altérations de la différenciation sexuelle ou bien un faible poids de naissance, et puis des phénomènes qui seront observés plus tard dans la vie tels qu'obésité, syndrome métabolique, puberté précoce ou désordre de la reproduction. Et on se retrouve pour chacun de ces phénomènes avec un dialogue croisé entre le contrôle de la reproduction et de la balance énergétique qui prend probablement place au niveau de l'hypothalamus. Je voudrais terminer en remerciant notre équipe à l'Université de Liège, le FNRS et le groupe SGPD endocrinologue. Merci.